À ce stade, il y a une question qui devrait vous hanter. Comment des personnes aisées et instruites, comme Claire Bronfman et sa sœur, ont-elles pu se retrouver piégées dans un groupe dirigé par un sociopathe avide de sexe et de reconnaissance? Comment en vient-on à tolérer des règles aussi absurdes? Résumons les faits. On est en 2016. Ça fait une quinzaine d'années que l'héritière Claire Bronfman a découvert les enseignements du charismatique Keith Raniere au sein de son organisation baptisée NXIVM. À force de motivation, mais surtout de millions de dollars, la jeune femme a grimpé les échelons de l'organisation un par un, jusqu'à faire partie des cadres de celle-ci. Grâce aux sommes colossales versées par l'héritière, la petite entreprise de développement personnel s'est transformée en un véritable rouleau compresseur sectaire. En tout, jusqu'à 4000 disciples vont suivre les séminaires du gourou à lunettes. Adoubé par le Dalai Lama, suivi par des entrepreneurs, des avocats ou des médecins, Raniere est sur le toit du monde. Sa mégalo est telle qu'en privé, il s'autorise toutes les folies, y compris les plus perverses. Mais les ennemis du mouvement sont nombreux et ils vont tout faire pour le stopper. Vous écoutez le podcast Les Héritiers, épisode 3, Disciples jusqu'au bout. Janvier 2016, nuit d'hiver à Albany, État de New York. Dans la pénombre du dernier étage, le point rouge du caméscope clignote. L'appareil est posé sur un trépied dans un coin de la pièce. Il filme une jeune femme, mince, blonde, la vingtaine. Elle se tient debout, nue, les yeux bandés, et elle ne dit rien. À ses côtés, 4 autres femmes, habillées, la regardent silencieusement. Assise contre le mur, hors champ, la maîtresse de cérémonie, Lauren Salzman, 35 ans, est la fille de la numéro 2 de NXIVM, Nancy Salzman. C'est elle qui dirige cette inquiétante mise en scène. Avant qu'on commence, il faut que tu en fasses la demande. India? Oui, maîtresse. Dis-le clairement, s'il te plaît. Maîtresse, marquez-moi, s'il vous plaît. Ce serait un honneur. Cette jeune femme aux yeux bandés et à la voix blanche, c'est India Oxenberg. Après 5 ans au sein de NXIVM, elle s'apprête à rejoindre le cercle le plus exclusif de l'organisation. Un club interne appelé DOS, l'acronyme de Dominus Obsequius Sororium, ce qui signifie le maître au-dessus de la sororité. Mais avant d'y entrer, il faut se soumettre à un rituel particulièrement douloureux. Les filles, allongez-la. Daniel, prépare-toi. Guidée jusqu'à une table, India est allongée sur le dos. Des mains se referment sur ses poignets, ses chevilles et ses épaules. Elle grelotte. Sa respiration s'accélère. Puis, la docteure Danielle Roberts entre en scène. Vêtue d'une blouse, d'un masque chirurgical et de gants latex, elle s'approche, sous les ordres de Lauren, un fer à cautériser à la main. Daniel, tu dois la marquer juste au-dessus du pubis. Les filles, tenez-la aussi fort que possible. India, tu ne dois pas bouger, sinon ce sera raté. Ce serait dommage. Pas vrai, India? Oui, maîtresse. Chut, détends-toi. C'est un très bon exercice de lâcher prise, tu verras. On est toutes passées par là. Quand le fer rouge se plante dans sa peau, India lâche un cri perçant. Son visage est tordu par la douleur. Des larmes roulent sur ses joues et ses muscles sont parcourus de spasmes. India tente de se débattre, sans succès. On aurait dit le son d'un porc qu'on égorge, racontera des années plus tard une des participantes. Concentrée, Danielle Roberts trace le pictogramme. Pendant plus d'une demi-heure, elle s'acharne sur la peau d'India. La technique est rodée. D'abord, un trait horizontal, puis 2 diagonales et quelques ornements. Rien n'est laissé au hasard. À la fin,
la figure ressemble à un hiéroglyphe géométrique, la lettre d'un alphabet inconnu. En réalité, il s'agit de 2 lettres enchevêtrées, un K et un R. K et R comme Kisranir, évidemment. Même s'il n'est pas présent physiquement lors de ce rituel, l'ombre du gourou plane sur la cérémonie. DOS, cette secte dans la secte, c'est d'abord et avant tout sa création. Le concept est simple. DOS, c'est un groupe de femmes, jeunes pour la plupart, entièrement dévouées à son plaisir sexuel. Un plaisir sadique, à l'image du rituel d'entrée, que Ranir a conçu étape par étape et dont il confie la bonne tenue à Lauren Salzman. India, je suis fière de toi. Tu as surmonté la douleur en nous faisant confiance. Merci, maîtresse. Les filles, c'était parfait. Daniel aussi, tu t'es surpassée. La marque est superbe. India, tu fais partie du groupe. Ces femmes sont tes sœurs. Bienvenue dans DOS. Si Lauren joue le rôle de maîtresse de cérémonie, elle n'est qu'un pion du dispositif pervers imaginé par Ranir. Au-dessus d'elle, dans la hiérarchie du groupe, on trouve une autre femme, Allison Mack. Ancienne star de la série Smallville, Mack est la première recrue officielle du groupe. Dès le départ, Ranir lui a confié un rôle crucial, celui de rabatteuse en chef. C'est donc elle qui a approché India quelques semaines plus tôt, et toutes les autres avant elle. Et sa stratégie de recrutement est redoutable. Allison Mack vend DOS comme une organisation secrète et féministe. Une sorte de groupe de parole en non-mixité destiné à retrouver confiance. Par les femmes et pour les femmes. Mais avant d'intégrer le groupe, il faut fournir des garanties. En gage de motivation, chaque futur esclave doit livrer au maître un maximum de documents compromettants. Photos dénudées, secrets honteux, correspondances salaces. Avec ce premier test de loyauté, Allison Mack et Kisranir s'assurent d'un parfait moyen de pression sur celles qui leur ont dit oui. Le piège peut alors se refermer. Ensuite vient donc l'opération de marquage. Le protocole est toujours le même. Chaque séquence est filmée de bout en bout. Pour faire pression sur les participantes, si besoin, les réduire au silence, mais aussi pour afficher le consentement de chacune. Et en confiant l'ensemble de la procédure à une tierce personne, Allison Mack et Kisranir s'assurent d'être inattaquables. Le club DOS peut opérer en toute impunité. Au passage, Kisranir peut revoir autant de fois qu'il veut les séquences de torture infligées à ses esclaves sexuels. La cassette est éjectée du caméscope, mise dans sa boîte, puis déposée dans un coffre-fort. Le prénom de chaque recrue est inscrit sur la tranche. India. Sur le rayon d'une étagère, elle rejoint une vingtaine d'autres boîtes étiquetées au nom d'Allison, de Lauren, mais aussi de Sarah, Monica, Nikki ou encore Daniela. Depuis sa création début 2015, le club n'a pas cessé de grandir. 1 an plus tard, en 2017, le coffre est plein. On dénombre 150 cassettes. 150 esclaves sexuels marqués au fer des initiales du gourou. Malgré ce nombre, DOS reste un secret absolu au sein de Nexium. Seul le tout premier cercle de Ranir en connaît l'existence. Et encore, personne, hormis peut-être Nancy, ne sait précisément ce qu'il s'y passe. Alors, dans les couloirs de la propriété d'Albany, la rumeur court. Et parmi les fidèles, l'affaire divise. D'un côté, celles et ceux qui ne doutent de rien. C'est le cas de Claire Bronfman. Disciple loyale, l'héritière de 38 ans boit chaque parole du gourou. Elle en est persuadée, malgré les rumeurs, DOS n'est pas un harem. C'est une déclinaison féministe de Nexium. D'ailleurs, l'idée ne vient même pas de lui. Claire,
DOS a été créé d'un mon dos par Allison. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est leur donner ma bénédiction. Parce que tu le sais. Tout le monde ici le sait. Je suis sensible à la cause des femmes. Pour Claire, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Mais de l'autre côté, certains s'interrogent. Il y a par exemple ce responsable très haut placé, Mark Vicente. Réalisateur de documentaires, il est le responsable de la communication de NXIVM. Depuis son arrivée dans la secte, 12 ans plus tôt, il met en scène et filme les interventions de Raniere. Malgré cette proximité, les rumeurs sur DOS le mettent mal à l'aise, au point de demander un entretien privé avec le grand chef. Kiss, ça me regarde pas, mais qu'est-ce qui se passe là-haut avec Lorraine? Tu as raison, Marc, ça ne te regarde pas. Oui, mais c'est quoi ces cris qu'on entend la nuit? Je sais pas ce que tu fais, mais j'ai peur que ça tourne mal. Tu penses que je suis mauvais, c'est ça? Tu penses que je suis une brute? Bah allez, vas-y, dis-le. Arrête, tu sais très bien que c'est pas ce que je dis. Écoute, Marc, ce qu'on fait là-haut est pas moins important que ce qu'on fait ici. On aide les femmes à s'émanciper. J'offre un pouvoir à celles que j'estime prêtes. Et il n'y a aucune violence. Mais pour Mark Vicente, ces explications ne sont pas suffisantes. En juillet 2017, il devient le premier cadre exécutif de NXIVM à quitter le mouvement. Il est bientôt suivi par une ancienne esclave sexuelle, passée par DOS, Sarah Edmondson. De retour dans la vie civile, les deux rescapés entrent en contact avec plusieurs membres des familles d'adeptes, comme par exemple la mère d'India, l'actrice Catherine Oxenberg. Connue pour son rôle dans la série Dynasty, cette grande blonde de 56 ans est dans une position particulièrement cruelle. C'est elle qui a emmené sa fille à suivre les enseignements de Raniere 6 ans plus tôt. Et depuis qu'elle a quitté l'organisation, elle s'est donné une mission, libérer India, quoi qu'il en coûte. Face à ce groupe d'anciens membres de plus en plus virulents, Kiss Raniere resserre les rangs. Et comme à chaque coup dur, il sait qu'il peut compter sur la banquière du mouvement, Claire Bronfman. Une fidèle qu'il a sciemment tenue à distance de son harem subversif. Trop vieille, trop timide, trop importante aussi peut-être, Claire est toujours restée en dehors de DOS. Mais l'héritière ne le considère pas comme un désaveu. Elle sait qu'elle a d'autres armes pour se maintenir dans le premier cercle de Raniere. En premier lieu, sa fortune. Grâce aux sommes astronomiques qu'elle a versées à l'organisation, elle y a acquis un rôle crucial dans la hiérarchie. Elle est celle à qui le gourou confie ses basses besognes. Notre problème aujourd'hui, c'est Marc et Sarah. Ils m'ont déçu. Ils nous ont trahis. Et comme ça ne leur suffit pas maintenant, ils veulent nous salir. On doit faire quelque chose. Plus manipulateur que jamais, Raniere demande à Claire d'intervenir. Sa requête est simple, faire taire les critiques par tous les moyens. Claire Bronfman adopte sa stratégie habituelle, éprouvée des dizaines de fois. Engager des détectives privés et une poignée de juristes pour mettre la pression sur les traîtres. Bientôt, des voitures commencent à les suivre partout où ils vont. Épiés dans leurs moindres gestes, harcelés au quotidien, les trois rescapés vivent comme des bêtes traquées. En quelques jours, une angoisse sourde s'installe au sein du petit groupe. Mais hors de question d'abandonner. En septembre 2017, tous les trois entrent discrètement en contact avec un célèbre journaliste du New York Times, Barry Meyer. Quand il entend les premières révélations, celui-ci n'en revient pas. Entre le récit hallucinant de Sarah et les séquences vidéo lunaires accumulées par Mark depuis des années, il décide d'écrire une longue enquête, anglée sur les perversions sadiques de Raniere. Mieux encore, le journaliste réussit à faire témoigner Mark et Sarah sans qu'il recoure à l'anonymat. Pour la première fois, d'anciens cadres de NXIVM parlent à visage découvert et racontent leur calvaire, du lavage de cerveau initial à la fuite finale. Personne n'entre pour avoir sa personnalité réduite à néant. On ne réalise pas sur le moment dans quoi on met les pieds. Et la sortie est tout aussi difficile. Vous savez, il n'y a pas de manuel qui explique en détail comment quitter une secte.
Plusieurs photos des témoins illustrent l'enquête, et notamment une qui montre, en gros plan, la brûlure de Sarah imposée lors de son recrutement dans DOS. Quand l'article paraît, le 17 octobre 2017, 14 ans après l'enquête de Forbes, l'opinion américaine redécouvre Keith Raniere. Il a quelques rides en plus sur le visage, une barbe poivre et sel, mais son discours, lui, n'a pas bougé. Et à nouveau, le vernis reluisant de l'organisation au relent humanitaire, ce blason irréprochable que Raniere avait mis tant d'années à redorer, vole en éclats. Pour ne rien arranger cette fois, le gourou est confronté à un second problème. Interne à l'organisation, celui-ci. Car l'article du New York Times a révélé aux milliers d'adeptes de NXIVM les penchants sadiques de leur maître. Images à l'appui. Raniere doit éteindre l'incendie au plus vite. Mais le New York Times est une publication beaucoup plus populaire que Forbes. Et très vite, l'article est repris dans de nombreux médias et le nom de NXIVM commence à faire la une des JT du pays. Alors, le gourou adopte sa stratégie défensive habituelle entre mensonges grossiers et illusions de grandeur. Le New York Times prend une vérité qu'il recouvre de nombreux mensonges. Oui, DOS existe. Mais je n'en suis pas à l'origine. Cette histoire de marquage est délirante. La photo de cette soi-disant brûlure sur Sarah est un montage. Encore une fois, ces gens ne supportent pas notre réussite. Et ils veulent détruire tout le bien qu'on fabrique ici. Ne tombez pas dans leur piège. En réalité, derrière ces formules rassurantes, l'homme n'en mène pas large. Ces rituels pervers sont désormais connus de tous. Il sait que si la justice décide de s'intéresser d'un peu trop près à l'organisation, il est foutu. Et bientôt, il doit se rendre à l'évidence. Malgré les moyens mis en œuvre par Claire Bronfman, la peur et l'emprise sont en train de changer de camp. Le navire NXIVM prend l'eau de toutes parts. Dans les semaines qui suivent la parution de l'article, les reporters des plus grandes chaînes nationales débarquent à Albany. La voix des deux rescapés de NXIVM, Mark et Sarah, résonne dans les salons américains. Sarah raconte son histoire dans un podcast intitulé « Escaping NXIVM ». De la lune de miel des premiers séminaires jusqu'aux atrocités de DOS, tout y passe. Mark, de son côté, apparaît dans plusieurs reportages, comme ce numéro spécial de la célèbre émission 2020, diffusée sur ABC le 15 septembre 2017. Bientôt, le monde entier découvre le nom et le visage de Keith Raniere. Autant dire que du côté d'Albany, c'est la panique. Acculé, le gourou sombre même dans le complotisme apocalyptique. C'est le combat final entre le bien et le mal. Nous sommes face à des forces puissantes et organisées. Nos ennemis se situent au plus haut niveau des institutions. Ils mènent une véritable cabale. Pour eux, je représente une menace et ils sont prêts à mettre des milliards de dollars pour nous faire tomber. Malgré ces tentatives désespérées, des centaines de membres quittent la secte et se mettent, à leur tour, à parler à la télévision ou à la radio. En quelques semaines, la réputation de Raniere bascule. L'ancien ami du Dalai Lama, prêt à tout pour changer le monde, dévoile ses vices de pervers, accro au sexe et au pouvoir. Face à des médias en boucle sur le sujet, Raniere voit l'œuvre de sa vie s'effondrer. Et la chute ne fait que commencer. Après de nombreuses défections, de nouvelles plaintes sont déposées contre le gourou, mais aussi contre toute sa garde rapprochée. Alison Mack, Nancy Salzman et surtout Claire Bronfman. Pas moins de 9 anciennes adeptes déposent plainte contre la fille du milliardaire. On lui reproche ses différentes manœuvres d'intimidation, son travail méthodique de harcèlement, mais aussi la mise en place d'un système financier opaque.
Côté familial, les autres héritiers Bronfman assurent qu'elle a usurpé l'identité du patriarche en utilisant un logiciel espion pour détourner des dizaines de millions de dollars au profit de Nexium. Du côté de Rhaenyra, les charges sont plus sordides. Racket, détournement de fonds, mais surtout, trafic d'êtres humains. En cause, Dos et ses nombreuses victimes d'esclavage sexuel, dont une mineure. Les preuves sont nombreuses et indiscutables. Entre les brûlures diverses, la convergence des témoignages et les séquences vidéo, la prison semble inévitable pour le gourou. Début 2018, l'homme prend le large et quitte le pays. Mais sa fuite sera de courte durée. 2 mois plus tard, en mars, il est localisé dans une petite ville mexicaine. Un mandat d'arrêt international est délivré et quelques jours plus tard, Kis Rhaenyra est arrêté. Enfin, extradé en urgence aux États-Unis, il est présenté devant le tribunal fédéral de Fort Worth, au Texas. Malgré le dossier solide du ministère public, l'ancien guide philosophique plaide non coupable, avant d'être transféré à la prison de New York. La nouvelle de son arrestation fait le tour du monde. La mise à l'index de Rhaenyra marque un coup d'arrêt brutal à toute l'organisation Nexium. En quelques jours, l'immense majorité des adeptes quittent le mouvement. Les cadres, eux, s'enferment dans leur maison et prennent contact avec leurs avocats. Mais la mécanique de la justice est implacable et bientôt, c'est tout Nexium qui s'effondre. Le 20 avril, c'est Allison Mack qui est interpellée. Après avoir payé une caution de 5 millions de dollars, l'actrice et organisatrice de la cellule d'os est assignée à domicile. Fin mai, les biens immobiliers de la secte sont saisis. Lors des perquisitions, les fonctionnaires découvrent notamment les cassettes qui immortalisent les rituels d'entrée dans DOS, ainsi que des centaines de numéros du magazine Forbes d'octobre 2003 que le gourou avait acheté pour limiter la mauvaise publicité. Au milieu de ce chaos, Claire Bronfman ne bouge pas. Malgré les révélations sordides, malgré les centaines de témoignages, elle continue de vouer un culte sans bornes à Kis Rhaenyra. Pour elle, Vanguard est un saint, victime d'une traque injuste sans pitié. Ses enseignements sont paroles d'évangile et Nexium devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Parmi les cadres, elle est la seule, avec Nancy Salzman, à ne pas avoir été encore arrêtée. À la fin du printemps, l'héritière prend même la tête de l'organisation. Sa première décision, en installer le siège social à Brooklyn pour se rapprocher de la prison où est incarcérée Rhaenyra. Fidèle jusqu'au bout, elle organise des petites surprises pour le détenu, comme ce jour de juin où elle convoque un groupe de femmes devant les fenêtres de sa cellule pour les faire danser dans des tenues suggestives. Et puis vient le 24 juillet 2018. Ce jour-là, l'héritière est arrêtée, puis inculpée. Assignée à résidence, elle se terre dans un appartement new-yorkais d'où elle prépare sa défense avec ses avocats. Neuf mois plus tard, le 19 avril 2019, le procès de Claire Bronfman s'ouvre à New York. Les charges sont sérieuses, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. Quand elle pénètre dans le box des accusés, le juge Garofis la fixe d'un regard sévère. L'hypothèse avancée par le ministère public est limpide. Sans les ressources et le travail zélé de Claire Bronfman, Rhaenyra n'aurait jamais pu aller aussi loin dans sa folie mégalomane et perverse. Le chiffre avancé est à peine croyable. En tout, on estime que Claire a dépensé 150 millions de dollars pour Nexium. À la barre, 9 anciennes adeptes racontent comment leurs vies ont été méthodiquement détruites par l'héritière. Les poursuites judiciaires incessantes, les pressions sur les procureurs locaux et à la fin, des carrières détruites, des réputations abîmées et des mariages ruinés. Parmi les victimes, certaines tentent d'arracher à Claire un désaveu de son gourou. C'est le cas de Susan Duns.
je prie pour que vous sortiez des griffes de Kisranir et que vous compreniez qui vous êtes vraiment, déclare-t-elle en larmes, avant d'ajouter « Il est en train de vous tuer ». Mais l'héritière est inflexible. Ranir est un homme exceptionnel, le seul qui ait jamais cru en elle. Quant aux aspects les plus sombres de la secte, ce n'est pas l'essentiel, répond-elle. Évidemment, elle condamne les violences, mais elle reste avant tout attachée à la méthode élaborée par Vanguard, une méthode qui a séduit environ 18 000 personnes aux 4 coins du globe, une méthode qui a le pouvoir de changer des vies, de changer la face du monde. Jusqu'au bout, elle ne désavouera pas son maître. Beaucoup de gens, dont la plupart des membres de ma famille, pensent que je devrais renier Kiss et Nexium. Mais c'est impossible. Je ne peux pas. Kiss a changé ma vie pour le meilleur. Il m'a aidé à surmonter mes insécurités, mes peurs, mes hontes. Je veux dire, il m'a amené à une profonde libération. J'ai simplement essayé de faire du mieux possible et d'honorer mon rôle de responsable de l'organisation pour rester fidèle à mes amis. Mais je n'ai jamais soutenu le moindre acte de violence. Face aux preuves incontestables, Claire Bronfman plaide coupable. Oui, elle a mis en œuvre d'importants moyens pour Nexium. Bien sûr qu'elle regrette d'avoir fait du mal, mais rien n'y fait. Elle reste dévouée à son maître. Après 4 jours d'audience, elle est condamnée à 7 ans de prison avant d'être incarcérée à la centrale de Danbury, dans le Connecticut. Deux semaines plus tard, le 7 mai, s'ouvre enfin le procès de Kisranir. Accusé, entre autres, de racket, d'usurpation d'identité, de détournement de mineurs et d'extorsion, il est condamné à 120 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, l'homme croupit dans une petite cellule de la prison fédérale de haute sécurité de Tucson, en Arizona. Depuis la chute de son empire, l'ancien gourou s'est immiscé dans l'inconscient collectif. Avec une série à succès sur HBO, d'innombrables livres et reportages, le voilà plus célèbre que jamais. Mais on aurait tort de le considérer simplement comme un fou. Le succès de Kisranir, c'est aussi celui d'un homme qui a su analyser le monde moderne et ses travers pour en profiter et le pervertir. Car à l'image de Claire Bronfman, ils sont encore nombreux à penser que les errances sexuelles du maître ne sont qu'un détail sordide au milieu d'un parcours impeccable. Celui d'un homme hors du commun, au besoin hors du commun. Pour l'héritière, Kisranir restera la seule personne à lui avoir offert tout ce que sa famille lui a toujours refusé, le seul homme à avoir vu en elle ce qu'aucun n'avait vu auparavant. Et pour cela, la gratitude qu'elle lui porte semble éternelle. Aujourd'hui encore, Claire Bronfman semble incapable d'avoir un recul critique sur ses actes et ceux de son maître. Du fond de sa cellule, elle continue de louer les bienfaits des séminaires Nexium. À qui veut l'entendre, elle continue de raconter que Ranir est un révolutionnaire incompris et que l'avenir lui donnera raison. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est acceptée comme une évidence. C'était le 3e épisode du podcast Les Héritiers, consacré à Claire Bronfman. Un podcast original Énergie, produit avec l'Acme Productions. Écriture, Guillaume Ballandras. Réalisation, composition musicale et mixage, Nicolas Mollet. Et avec les voix de Margot Guillemard, Loïc River, Cécilia Anseux et Philippe Mahler. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je peux vous conseiller plusieurs œuvres et documents qui nous ont aidés à construire ces épisodes. Les livres Don't Call It a Cult de Sarah Berman, Scarred de Sarah Edmondson et Christine Gasbar, mais aussi l'enquête de Vanity Fair, A Millionaire Heiress Has Been Arrested in Connection with Sex Cult Nexium de la journaliste Kenzie Bryant. Mais aussi le podcast
Escaping Nexium, ainsi que la série The Vow, diffusée sur HBO. Retrouvez la série Les Héritiers sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à la partager autour de vous.